Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Un sommet sur le financement des infrastructures en Afrique s'est ouvert ce samedi à Dakar. 16 projets d'infrastructures régionaux sont à l'honneur. En Afrique du Sud, la fin de la grève semble plus proche que jamais. Le syndicat AMQ et les producteurs de platine ont trouvé un accord de principe sur les salaires. Et puis, la Côte d'Ivoire a réussi son entrée dans le mondial de football 2014. D'abord mené au score face au Japon, les éléphants ont réussi à renverser la cadence. Dakar accueille pendant 2 jours un sommet sur le financement des infrastructures en Afrique en présence de nombreux chefs d'État, dont Goodluck Jonathan du Nigeria, Macky Sall du Sénégal et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Objectif de la rencontre, accélérer la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de projets régionaux d'infrastructures. Retour sur les projets et les défis qui attendent le continent en matière de construction d'infrastructures avec Nicolas Kukel, notre envoyé spécial au Sénégal. Le continent africain manque cruellement d'infrastructures. C'est le constat établi par les participants du secteur public et privé présents à cette rencontre préparatoire sur le financement des infrastructures en Afrique. Défis infrastructurels par rapport au projet du PIDA, engagement politique, participation du secteur privé, autant de thèmes de discussion pour ce rendez-vous de 2 jours à Dakar. Car si les fonds ne manquent pas aujourd'hui sur le continent, il convient de trouver les mécanismes pour les mobiliser. Il faut absolument trouver une façon novatrice de financer l'énergie, chemin de fer, port maritime et le reste. Alors, ce n'est pas les moyens qui manquent, mais il faut trouver un terrain d'entente entre les promoteurs des projets, entre les organismes de financement, entre les capitaux privés, et pour identifier un certain nombre de projets transformateurs qui sont viables sur le plan commercial, mais qui tombent aussi dans le giron du NEPAD. Au cours de cette rencontre, les 16 projets du plan d'action prioritaire du PIDA, le programme pour le développement des infrastructures en Afrique, ont fait l'objet d'une attention particulière. D'un montant de 68 milliards de dollars, il s'agit de projets dans les domaines des transports ferroviaires et routiers ou encore l'énergie et les télécommunications. Des chantiers importants pour lesquels l'apport du secteur privé est indispensable dans le cadre de partenariats PPP. Il faut attirer l'attention du secteur privé, prendre des mesures pour accroître la confiance, leur donner des garanties pour que les investisseurs privés puissent investir dans les projets prioritaires. Il faut donner des opportunités, proposer des lois pour promouvoir l'apport du secteur privé local en Afrique afin de développer les infrastructures. Les infrastructures sont le moteur du développement, mais les défis restent nombreux. Le sommet des chefs d'État de ce dimanche devrait établir l'agenda de Dakar, un plan d'action pour ouvrir la voie vers la réalisation de ces projets. Pour la création d'un nouvel ordre mondial, tel est le thème du sommet du G77 plus Chine qui s'est ouvert ce samedi à Santa Cruz en Bolivie. Une rencontre qui vise à promouvoir le développement économique et à renforcer la coopération sud-sud. À l'ordre du jour également, l'éradication de la pauvreté, le changement climatique ou encore la sécurité alimentaire. Plusieurs chefs d'État africains, dont le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo et le chef d'État zimbabwéen Robert Mugabe, y prennent part. En Afrique du Sud, la perspective d'une fin imminente du conflit social touchant les plus grands producteurs mondiaux de platine a été confirmée. Un accord de principe sur les salaires a été trouvé et accepté par le syndicat des mineurs AMQ, Anan Faro. L'accord de principe entre le syndicat AMQ et les 3 principaux producteurs de platine signe la fin du plus long conflit social de l'histoire minière sud-africaine. Depuis le 23 janvier dernier, la centrale syndicale réclamait un salaire de base porté à 12 500 rands, soit une hausse de 150%. La grève des miniers avait entraîné une crise minière. Conséquence, l'activité nationale au premier trimestre s'était contractée, ce qui a valu à l'Afrique du Sud un sévère avertissement de l'agence de notation Fitch qui a dégradé sa perspective à négative. Cette grève, outre le fait d'avoir plombé l'économie sud-africaine, a fait énormément de mal aux mineurs et notamment à une petite ville puisque les gens, il n'y a plus d'activité, plus de salaire. Ça fait quand même 5 mois que ces mineurs n'ont pas été payés.
Pour signer cet accord, les mineurs exigeaient 3 conditions préalables: la réintégration de plus de 200 membres du personnel de l'ONMIN licenciés en mai, la revalorisation de l'allocation logement et le paiement des mois de grève. Les mineurs refusaient également que l'accord salarial soit fixé pour 5 ans et voudraient pouvoir rouvrir la négociation après 3 ans, contrairement à ce qu'ont proposé les 3 compagnies minières. Mais la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant, parce que les entreprises minières ont perdu énormément d'argent et ça signifie peut-être qu'il y a des gens qui vont se retrouver au chômage à terme. La proposition patronale consiste à revaloriser annuellement de 1 000 rounds par mois le salaire de base des mineurs les moins qualifiés pendant 2 ans, puis de 950 rounds les 3 années suivantes. Cette disposition mettrait la production de platine mondiale en grande partie réalisée en Afrique du Sud à l'abri des grèves jusqu'à fin 2018. En République démocratique du Congo, Eugène Baniakou Loapé, Félix Vundoye Tepemako et Corneille Wassenda Sango ont été désignés membres de la future Cour constitutionnelle par les sénateurs et députés nationaux réunis en congrès ce samedi au Palais du Peuple. Une décision saluée par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, mais décriée par le groupe parlementaire UDPS et alliés qui dénonce un manque de transparence. L'édition 2014 du Forum du Festival Niawa et Musique du Monde s'est achevée ce samedi 14 juin à Essaouira au Maroc. Parmi les recommandations retenues pour cette manifestation, l'accélération de l'intégration de l'Afrique via la circulation des personnes et des biens. Nos envoyés spéciaux Jean-Célestin Ediangué et Djibril Fofana ont suivi les conclusions de ce forum. L'édition 2014 du Forum du Festival Genoa et Musique du Monde, ici à Essaouira, à 180 km de Marrakech au Maroc, se voulait de repenser l'Afrique en mettant les peuples au cœur du développement de ce continent. La rencontre qui se tenait ce vendredi 13 et samedi 14 juin a permis aux participants de mesurer tout le chemin qui reste encore à parcourir pour que les deux rives justement de l'Afrique puissent se rencontrer. Ces 2 jours de forum qui avaient pour thème l'Afrique à venir ont été riches d'échanges, mais ont aussi permis de faire un constat, celui de ce manque de synergie entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et donc ces échanges-là ont permis de mettre à plat toutes les difficultés que l'on a à se rencontrer et à se reconnaître l'un dans l'autre. Nous débattons de la culture comme étant un élément fondateur des solidarités. Et je reste convaincu, pour ma part, que la culture est au début et au bout de toutes les choses, comme disaient les autres. Et en revitalisant la culture, en lui donnant toute la force nécessaire, on donne de l'énergie au peuple. La rencontre d'aujourd'hui, ce forum, nous a beaucoup permis, nous Africains vivant dans la diaspora, et ça nous a donné une idée de voir que voilà, on peut aussi participer ou bien amener quelque chose en retour à notre pays, soit un transfert de connaissances. Intégrer l'histoire de l'Afrique dans les manuels scolaires du collège, du lycée et même des universités du continent, promouvoir l'implication de la jeunesse dans le développement de l'Afrique via la diffusion des films, des documentaires et surtout accélérer la construction par l'intégration via la circulation des personnes et des biens. Voilà quelques-unes des recommandations qui ont été arrêtées, adopté lors de cette édition du Forum du Festival Genoa et Musique du Monde, ici à Essaouira, à quelques 180 km de Marrakech au Maroc. L'actualité sportive à présent, l'équipe de Côte d'Ivoire a réussi ses débuts au Mondial de football 2014. Après avoir été menée au score pendant 1 heure, les éléphants ont battu le Japon 2-1. Il s'agit de la 3e victoire de la sélection ivoirienne en phase finale de Coupe du Monde. Un succès qui permet aux éléphants d'envisager sérieusement une qualification en 8e de finale. On écoute l'analyse de notre éditorialiste Joseph-Antoine Bell. Les Japonais ont été eux-mêmes, c'est-à-dire cette équipe qui est pleine de volonté, qui court beaucoup, qui court ensemble, où tout le monde
travaillent ensemble un peu. Les Ivoiriens, je pense pour le bonheur du public, ont eu la bonne idée d'encaisser un but, ce qui a élevé le niveau de suspense et a fait monter l'adrénaline, notamment en Afrique et en Côte d'Ivoire. Mais par la suite, le talent des Ivoiriens et surtout, je crois, de manière évidente, l'entrée de Didier Drogba a apporté un plus qui a permis d'égaliser et de rapidement prendre le dessus. Et les choses sérieuses commenceront ce lundi pour le groupe G. Il est composé de l'Allemagne, du Portugal, du Ghana et des États-Unis. Ce lundi, les Allemands seront opposés aux Portugais de Cristiano Ronaldo et les Black Stars du Ghana aux États-Unis. Et puis ce sera au groupe F d'entrée en compétition. L'Iran affrontera le Nigeria à 21h heure locale. Le résultat d'Argentine-Bosnie sera lui déjà connu. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.